Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous accueillir dans Bienvenue en Île-de-France, votre rendez-vous quotidien consacré à votre région et diffusé comme tous les jours sur le Figaro TV. Il était une figure de la vie politique française et parisienne. Jean Tibéri nous a quittés à l'âge de 90 ans. Quel souvenir laissera l'ancien maire de Paris? Nous retracerons son parcours politique avec trois invités, Guillaume Roquette, Jean-Pierre Lecoq et Philippe Goujon. Je vous les présente dans un instant. Avis aux amateurs d'art chinois, le Louvre expose en ce moment la collection d'Adolphe Thiers et vous le verrez, cette collection a, c'est le moins que l'on puisse dire, une histoire tourmentée. Enfin, vendredi, c'est par ici les sorties. Françoise Dargent nous parlera entre autres d'un célèbre pantin, vous le connaissez forcément, il s'appelle Pinocchio. Soyez les bienvenus dans les studios du Figaro. Il fut maire de Paris, député, secrétaire d'État aussi, un personnage de la vie politique française. Jean Tibéri est mort à l'âge de 90 ans mardi dernier. Pour revenir sur son parcours, pour évoquer son héritage aussi, trois invités autour de moi. Bonjour tout d'abord Jean-Pierre Lecoq, maire du 6e arrondissement de Paris, également conseiller régional d'Île-de-France. Philippe Goujon, bonjour. Bonjour. Maire LR du 15e arrondissement. Et puis Guillaume Roquette. Alors Guillaume ne vous présente plus, directeur du Figaro Magazine. Bonjour et merci d'être avec nous. Depuis l'annonce de la mort de Jean Tibéri, les hommages se sont multipliés. Alors regardez, on a pris quelques-uns. Anne Hidalgo, l'actuelle maire de Paris. Je veux saluer, dit-elle, a-t-elle dit, la mémoire d'un homme qui a consacré une part immense de sa vie à Paris et à son arrondissement. Ou encore Florence Berthoud, maire du 5e. J'apprends avec beaucoup de tristesse sa disparition. Elle rappelle aussi, Florence Berthoud, que Jean Tibéri fut élu du 5e arrondissement durant presque un demi-siècle. Philippe Goujon, vous avez bien connu Jean Tibéri. Est-ce qu'on peut dire effectivement qu'il était avant tout un élu de terrain? C'était un homme de fidélité. D'abord, fidélité au gaullisme social plus particulièrement. Il n'a jamais changé de képi pendant le demi-siècle de sa carrière. C'était un homme de fidélité au 5e, bien sûr, dont il connaissait, comme on dit, chaque rue, chaque immeuble, voire chaque habitant, et qui le sillonnait de long en large pendant ces 50 années, quelles que soient d'ailleurs les fonctions qu'il exerça, qu'il soit député, maire de Paris, évidemment maire du 5e, il n'a jamais quitté le 5e, et puis fidélité à Jacques Chirac, qui a été son mentor d'une certaine façon, même quand les choses se sont un peu dégradées à la fin de son mandat. On va y venir, c'était un duo extrêmement important. Et donc c'est le terrain aussi qui le caractérise, bien sûr, puisque c'est ce qu'on pourrait dire un arrondissementier. C'est-à-dire que l'objectif pour lui, c'était que tout se passe bien dans le 5e et que le 5e soit le phare de Paris. Il y est resté fidèle toute sa vie. Jean-Pierre Lecoq, mon collègue Guillaume Tabar écrivait mardi dernier dans son article consacré au parcours de Jean Tibéri. Tibéri, c'est le 5e et le 5e, c'est Tibéri. Il incarnait à ce point-là le 5e arrondissement. Absolument, Philippe Goujon vient de le dire. Il était son père d'ailleurs, je crois me souvenir, son père qui s'appelait Charles Tibéri avait été maire adjoint du 5e arrondissement. Donc il y avait même ou officier municipal, puisqu'il n'y avait pas de maire à l'époque. Donc il y avait vraiment une piété filiale, une dévotion au 5e arrondissement qui était absolument remarquable. Alors il a été magistrat, il a eu quelques postes en province, et puis très rapidement, il est tombé dans le chaudron de la politique. Il a eu comme il y a quelquefois des opportunités. Là, en l'occurrence, c'est la rencontre avec Capitan, qui devient ministre et qui lui lègue son siège de député. Et c'est comme ça que tout a commencé, oui. Guillaume Roquette, Jean Tibéri, il est né à Paris. Vous venez de le dire, Jean-Pierre Lecoq, il a commencé comme magistrat. À la base, faire de la politique, c'était pas du tout son objectif. Non, effectivement, encore qu'il a toujours eu un goût pour la chose publique. Et puis, je pense qu'il était sans doute fait pour ça, pour être... Alors, je ne connaissais pas l'expression arrondissementier. C'est un beau mot, ça veut dire maire d'arrondissement, ça veut dire élu local, ça veut dire homme de proximité et avec son épouse, parce que quand on parle de Jean Tibéri, il faut aussi parler de Xavier, qui a joué un rôle important dans sa vie politique. En fait, on avait vraiment le sentiment qu'ils étaient faits pour ça. Et peut-être a-t-il découvert sa vocation en devenant maire d'arrondissement. Vous le disiez, il a été 4 fois réélu. Peut-être aussi était-ce la limite de Jean Tibéri, c'est-à-dire qu'il était un très bon maire d'arrondissement. Ça a été plus compliqué quand il est devenu maire de Paris. Alors je voudrais vous montrer cette photo. C'est Jacques Chirac et Jean Tibéri en mars 1980 lors d'un meeting, les fameux amis de l'Hôtel de Ville, comme on les a surnommés. Est-ce qu'on peut dire que l'un n'aurait jamais réussi sans l'autre, Philippe Goujon? C'est vrai que
lorsque Jacques Chirac est arrivé pour se présenter à Paris en 1977, après avoir démissionné avec fracas en 1976, puis se présenter contre Giscard d'Estaing, finalement, qui présentait Dornano à la mairie de Paris, rien n'était acquis. Il y avait les barons gaullistes à l'hôtel de ville qui voyaient pas d'un très bon œil Jacques Chirac arriver. Et Jean Tibéri l'a accueilli. Dans le 5e, d'ailleurs, c'est là que s'est présenté Jacques Chirac. Dans le 5e, alors qu'il n'avait pas d'attache particulièrement avec le 5e, sauf que d'être né dans la clinique Geoffroy Saint-Hilaire du 5e, comme Jean Tibéri, d'ailleurs, ils étaient nés tous les deux, mais il n'y avait pas d'attache. Et donc, Jean Tibéri a permis à Jacques Chirac, dès 1977, de faire une campagne dans tout Paris, en étant tranquille sur le plan politique, si je peux dire, dans le 5e, mais sans avoir besoin de faire campagne dans le 5e. C'était important parce que la campagne a été très très dure. Et les élections de 77 ont été très très serrées. On a failli à l'époque, on s'en souvient pas, mais avoir, si Chirac n'était pas élu, un communiste quand même à la tête de la capitale. Ça s'est joué à peu de choses. Tibéri, il sera durant longtemps le premier adjoint de Jacques Chirac avant de devenir lui-même maire de Paris en 1995. On le voit ici sur cette photo lors de sa victoire en mai 1995. Ça n'allait pas de soi du tout à l'époque qu'il devienne maire de Paris. En réalité, Jean-Pierre Lecoq, il y avait d'autres prétendants. C'est-à-dire qu'il était le premier adjoint dévoué. Chirac, effectivement, lui devait beaucoup puisqu'il a réussi son ascension nationale, Jacques Chirac, en se servant de sa base électorale, enfin d'une de ces deux bases électorales, celle de Paris, recelait beaucoup d'atouts. Mais au fil du temps, il avait remplacé l'ancienne garde de barons locaux qu'il avait accueillis en 1977. 20 ans après, c'était ceux qui allaient constituer le premier gouvernement. Le gouvernement, alors déjà certains avaient participé au premier gouvernement de cohabitation entre 86 et 88. Ils étaient revenus à l'hôtel de ville et ensuite ils allaient l'entourer lors de sa campagne présidentielle. Vous aviez Juppé, vous aviez Cabaladure, Toubon, etc. Donc c'était des gens qui avaient une assise nationale importante et certains d'entre eux se sont dit mais pourquoi pas moi ? Pourquoi pas moi ? Pourquoi ne serais-je pas le futur maire de Paris ? Et c'est là où Tibéri a dû s'imposer. Il a sans doute rappelé à Jacques Chirac sa fidélité exemplaire, le fait qu'il connaissait au-delà du 5e excessivement bien les problématiques parisiennes, mais il n'avait pas effectivement l'aura, il n'avait pas je dirais l'aura médiatique qu'avaient certains de ses collègues. Le choix de Jacques Chirac se serait porté évidemment sur Alain Juppé, le meilleur d'entre nous, comme il disait. Sauf que Alain Juppé était parti à Bordeaux pour se faire élire maire de Bordeaux. Donc ensuite, il y a eu vraiment un choix très difficile à faire pour Jacques Chirac, entre Jacques Toubon, plus particulièrement, et Jean Tibéri. Mais Jean Tibéri, pourquoi ? Parce que, sans évaluer les mérites de Jacques Chirac, c'est que c'est Jean Tibéri qui organisait la ville. Et ce qui permettait également à Jacques Chirac de mener une campagne nationale, une politique nationale, allant vers son destin de président de la République, parce qu'il savait que sur Paris, il pouvait se reposer entièrement sur des fidèles lieutenants, et au premier chef, Jean Tibéri, qui prenait les mauvais coups à sa place, qui organisait la ville, l'embellissait. À l'époque, il y a eu quand même énormément de choses intéressantes et importantes faites à Paris, et donc c'était quand même un atout très important pour Jacques Chirac. Et puis Jean Tibéri est devenu maire. Cet épisode, ça a un peu marqué la fin de son amitié avec Jacques Chirac, Guillaume Roquette. Oui, effectivement, on a senti des tensions, et surtout, Jean Tibéri ne faisait pas l'unanimité comme maire de Paris, et en cours de mandat, il y a eu des velléités de le remplacer. Il y a eu des putschs, enfin une tentative de putsch. Oui, il y a eu une tentative de putsch, effectivement, on peut dire ça. Ça a été moins sanglant que les putschs d'Amérique du Sud. Mais encore qu'apparemment, Philippe Goucheron qui voyait ça de l'intérieur, en tout cas, il n'y a pas eu de mort, on va dire. En arrivant au sourire, c'est déjà ça. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, Philippe Séguin est arrivé comme étant une sorte de successeur potentiel, parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Jacques Chirac était tout puissant à Paris. Lors de ses deux dernières élections municipales, en 83 et en 89, il avait fait le grand chelem. C'est-à-dire que les 20 arrondissements parisiens étaient à droite. Je me souviens qu'à l'époque, les gens qui avaient la chance d'avoir un petit peu de moyens disaient « Oh on a une maison de campagne, ça ne sert à rien de voter à Paris » quand on était de droite, parce que de toute façon, la droite était à Paris pour l'éternité. Absolument. Et puis, vous ne me démentez pas. Ça vous a coûté cher, absolument. Parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Le 12e et dans le 14e arrondissement. Voilà, ensuite, à partir de 1995, il y a eu des arrondissements qui ont basculé à gauche, et puis, en 2001,
la droite a perdu Paris, et symboliquement c'était très fort, et je pense que Jacques Chirac s'est dit, mais Jean Tibéri était un numéro 2 exceptionnel, c'était un homme d'une grande fidélité. Est-ce qu'il avait l'envergure pour la ville de Paris, premièrement? Deuxièmement, est-ce qu'il avait aussi, on ne va pas employer de grands mots, mais les principes ou l'éthique suffisante pour être un maire de grande ville à une époque où il y a de la part des citoyens français une demande d'une forme d'exemplarité, bah, de toute évidence, ça ne le faisait pas. Alors justement, ce mandat de maire ce mandat de Jean Tibéri, il va être empoisonné, vous l'avez dit, par des divisions politiques qui iront jusqu'en 2001, jusqu'à la fin de son mandat. Il sera aussi empoisonné par ce qu'on appellera les affaires, notamment ce système de faux électeurs pour lequel il sera condamné en 2013. Est-ce qu'on peut dire, Guillaume, que Jean Tibéri était, à la fin de sa vie politique, devenu un peu un symbole de tout ce que les électeurs ne voulaient plus voir à un moment politique? Oui, je pense. Alors, il vient de mourir, donc on a le respect qu'on doit à quelqu'un qui vient de nous quitter. Mais ce qu'on peut dire, c'est que Jean Tibéri était si passionné par sa vie politique, si attaché à ses électeurs, qu'il a probablement franchi, c'est même une certitude, puisque la justice l'a considéré ainsi, il a franchi la distance entre ce qu'on peut appeler le clientélisme, qui n'est pas choquant chez un élu local. Pour moi, à mon avis, c'est pas un gros mot. Le fait qu'un élu local s'occupe des intérêts concrets de ses concitoyens qui sont aussi ses électeurs, c'est normal. Mais il y a un moment où il a franchi la ligne jaune. Il a pensé sans doute qu'on pouvait faire de la politique de cette façon. Alors, Jacques Chirac aussi, dans sa vie politique, à certains moments débordé et sorti des bornes. Mais il avait une dimension personnelle, nationale, une espèce d'aura qui fait qu'il a été président de la République, et 2 fois. Et donc, entre guillemets, on lui pardonnait. Jean Tibéri, qui était un homme fidèle et un très bon gestionnaire de Paris, connaissant merveilleusement sa ville, n'avait pas peut-être cette envergure qui fait qu'on aurait pu lui pardonner des transgressions qu'il a faites et qui n'étaient pas légales. C'est très difficile de succéder à Jacques Chirac, évidemment, qui était un excellentissime maire de Paris, parce qu'il savait aussi s'entourer, parce que sa politique était plébiscitée par les Parisiens. À l'époque, la propreté, ça allait, la sécurité, l'urbanisme, etc. Ensuite, Jean Tibéri, je pense, a pâti de cette différence de statut, bien sûr, entre l'ancien Premier ministre, parce que Jacques Chirac, pendant un temps, était en même temps Premier ministre, président de maire de Paris, etc. Donc, il y a eu beaucoup de difficultés dans la succession. Et je trouve que c'est vraiment dommage, parce que son bilan est quand même assez exceptionnel. Son bilan pour la gestion de Paris, la gestion de proximité, parce que c'est un maire de proximité, comme vous le disiez. Donc, c'est lui qui a commencé. Finalement, c'était peut-être le premier maire écolo de Paris. Justement, à ce propos, je voudrais vous montrer ce message de Rachida Dati, ministre de la Culture et prétendante affichée à la mairie de Paris. Elle a rendu hommage, elle aussi, à Jean Tibéri, et on va voir son message sur le réseau social X. Et je voudrais souligner ce passage. Il a supporté, dit-elle, haut les couleurs de la capitale. Son souci constant de préserver la beauté de Paris ou encore le lancement du premier plan vélo resteront un héritage précieux. Philippe Goujon, pour vous, c'est quoi l'héritage de Jean Tibéri? L'héritage, c'est vraiment d'essayer de traiter au quotidien les problèmes des Parisiens. Alors, pas forcément des grandes politiques nationales ou internationales, c'est sûr que ce n'était pas son affaire. Ça avait été celle de Chirac, ce n'était pas la sienne. Mais d'essayer vraiment de traiter au quotidien les préoccupations des Parisiens. Et aussi d'engager Paris dans une certaine modernité, sentant bien la nouvelle sensibilité des Parisiens, c'est-à-dire la fibre environnementale notamment. Le plan vélo, par exemple, c'est lui qui a créé les premières pistes cyclables. C'est lui qui a lancé l'opération Paris Respire avec des quartiers tranquilles, les quartiers à 30 km/h. C'est lui qui a permis que tous les dimanches, les Parisiens puissent aller se promener sur les berges de la Seine, puisqu'il a piétonnisé, personne ne s'en souvient, mais c'est lui qui a piétonnisé le dimanche les berges de la Seine, etc., etc. Et il a beaucoup végétalisé Paris également. Dans le 15e, par exemple, c'est lui qui a créé le parc Citroën aussi. Donc, beaucoup de choses qui ont été faites pour améliorer au quotidien la vie des Parisiens. Jean-Pierre Lecoq, est-ce que vous diriez que c'était, alors quelqu'un de local, un arrondissement entier, est-ce que c'était quelqu'un de pragmatique, on peut dire ça? Oui, absolument. D'ailleurs, s'il a lancé les premières pistes cyclables, il nous avait réunis, il nous avait dit, je sens bien chez nos habitants, chez les plus jeunes, une volonté effectivement de respirer mieux, de pratiquer du vélo. Il avait bien senti ça, donc il avait un bon sens naturel. Après, si vous voulez,
il était, ça a été dit, il était d'une prudence de Sioux. Donc il a eu du mal, quand il est devenu maire de Paris, à passer du statut de premier adjoint, ce qu'il avait été, et d'ailleurs dans l'ombre de Chirac, il avait énormément de pouvoir. Tibéri, tout le monde disait que c'était, ça se disait à voix basse, mais on savait que c'était lui qui avait les manettes du quotidien à l'Hôtel de Ville. Après, il a eu du mal à endosser la tunique de maire. Et paradoxalement, et c'est d'ailleurs assez amusant de ce point de vue-là, c'est le putsch de Goasguen, on peut en parler maintenant, on a disparu, d'un certain nombre d'élus aussi, dont je tairai le nom, Bernard Pons, etc., qui ont révélé sa personnalité. Et ensuite, il n'a pas cédé, puisque quand de quelle façon ça a révélé sa personnalité? Révélé ses personnalités, c'était quelqu'un qui savait être dur avec les autres et dur avec lui-même, qui avait de la tenue, qui avait un attachement viscéral à Paris au 6e arrondissement. Et à partir du moment où il a eu la preuve, et c'était une preuve, qu'on voulait le maltraiter, et le maltraiter de façon, politiquement j'entends bien évidemment, et de façon assez injuste, il a décidé de résister. Et il a tellement résisté qu'ensuite, vous connaissez la fin en 2001, et je le dis d'ailleurs, maintenant, ça n'a pas été totalement écrit, mais peut-être qu'un jour, un certain nombre d'entre nous écriront un peu sur ces années. Si on avait soutenu Jean Tibéri, et si on n'avait pas présenté ce gars à Paris, qui a fait une campagne, tout le monde le sait, qui était cataclysmique, Delanoë n'aurait sans doute pas été élu maire de Paris. Car en 2001, si vous voulez, il y a eu quelques arrondissements perdus, qui ont été perdus à la marge de quelques dizaines de voix, et il s'en est fallu très peu. Mais la division a été mortelle. La division a été mortelle. Je vois Guillaume Roquette. C'est là, d'ailleurs, c'est un engagement pour l'avenir. Si vous voulez, la droite, on en parlait avec Philippe Goujon avant de rentrer dans le studio, je dirais qu'il y a, chez certains, et à droite et au centre, il y a une sorte, la division est consubstantielle. Il faut évidemment qu'on passe à autre chose. Guillaume Roquette, est-ce que les divisions de la droite à la fin du mandat de Jean Tibéri, est-ce que c'est ça qui a permis à la gauche, à Bertrand Delanoë à l'époque, de devenir maire? Alors oui, ça a sûrement aidé, parce qu'effectivement, on a du mal à se remémorer, à moins d'avoir vécu ça de l'intérieur, à quel point ça a pu être violent. Vous, messieurs, vous avez eu deux listes contre moi. Voilà, c'est ça. Donc, et il fallait toute votre pugnacité pour sortir vivant de cette espèce de bataille rangée. Après, ce qu'on peut dire peut-être, c'est qu'il y a eu un changement sociologique profond des grandes villes, et avec l'émergence de ce qu'on appelle, pour aller vite, le mouvement bobo. Et je pense que si Jean Tibéri, à l'évidence, a une part de responsabilité personnelle par les affaires, aussi une part de responsabilité politique, entre guillemets, pour avoir laissé faire, parce qu'il n'a pas réussi à tuer dans l'œuf ce putsch, une responsabilité dans sa défaite. Sinon, quand vous voyez qu'aujourd'hui, pour le meilleur et souvent pour le pire, ce sont, on va dire, des représentants de la gauche socialo-écologiste qui sont à la tête de grandes villes, comme Paris bien sûr, depuis Bertrand Delanoë jusqu'à Anne Hidalgo, mais aussi aujourd'hui de Lyon, de Bordeaux, de Grenoble, on pourrait continuer la liste longtemps, c'est parce qu'il y a un changement sociologique. Et si Jean Tibéri avait perçu ce besoin, par exemple, de préoccupation environnementale, favorisant le vélo. Aujourd'hui, il ferait des plans trottinettes, parce que c'est ça la nouvelle tendance. Sur le fond, les électeurs, je dirais qu'ils ont préféré l'original à la copie. C'est-à-dire qu'ils se disaient, tant qu'à faire d'avoir quelqu'un un peu écolo-bobo, autant prendre un maire qui incarne ça parfaitement. Et on disait, vous disiez l'un de vous deux, messieurs, très justement, que les voies sur berge avaient été piétonnisées le week-end. Mais c'était la droite, c'était Georges Pompidou qui avait créé les voies sur berge, qui était devenue une sorte d'autoroute urbaine. Et donc il y avait là une forme d'incohérence, entre guillemets, certains diraient de complémentarité, mais on va dire que politiquement, c'était pas facile à appréhender pour une population qui se renouvelait, parce que un certain nombre de familles quittaient Paris pour des raisons diverses, et donc il y avait un nouvel électorat. Alors, sans doute que la division de la droite a permis à la gauche d'arriver au pouvoir à Paris plus vite. C'est un des éléments. Voilà, mais sur le fond, on va voir si Rachida Dati arrive à inverser la tendance, mais c'est pas simple. Non, mais il y a un phénomène cumulatif à l'époque. Il y a bien sûr la division, et moi je pense qu'on a perdu déjà l'élection en 99 lors du putsch.
où là, la droite a explosé, ne s'est jamais réconciliée. Il y a un avant et un après. C'est un peu une vieille histoire de la droite. Hein. Oui, bien François sûr. Et là, Fillon, enfin, on pourrait citer à l'appel des divisions. Et nos électeurs ne tolèrent pas. Voilà, la division à droite est mortifère, on le sait. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons tous l'union de la droite et du centre pour les prochaines élections. Et puis, effectivement, l'évolution sociologique de Paris, où des électeurs qui, normalement, sociologiquement, doivent voter à droite, mais qui votent à gauche, pour les raisons que vous invoquiez à l'instant. Et Jean Tibéri est le dernier maire de droite de la capitale, en réalité. On l'oublierait presque. De droite, mais une droite sociale, il ne faut pas l'oublier non plus, parce que Jean Tibéri vient du gaullisme social, avec René Capiton, que certains appellent le gaullisme de gauche, de façon assez impropre, en tout cas le gaullisme social, d'où la politique aussi d'urbanisme, de logement, d'aide aux familles, très développée à l'époque par Jean Tibéri. Oui, Guillaume Roquette, vous l'avez esquissé tout à l'heure, mais il a milité très jeune au sein du mouvement gaulliste. Oui, absolument. C'est un homme qui a toujours eu un vrai engagement et cette sensibilité-là, je pense qu'elle était sincère chez lui, de ce qu'on a appelé le gaullisme de gauche, c'est-à-dire que le général de Gaulle, aujourd'hui, est considéré comme un homme de droite. Il l'était à certains égards dans sa défense farouche de la souveraineté française, mais c'était aussi un homme qui avait une préoccupation sociale très forte, et le mentor de Jean Tibéri, René Capiton, a été l'une des incarnations de cela, et je pense que c'était sincère chez lui. Peut-être même d'ailleurs, peut-on dire que cette proximité avec les gens, voire la volonté de fournir à un maximum de gens un maximum de facilité, notamment en termes de logement, c'était peut-être, je dis ça un peu avec ironie, parce que malheureusement il y a eu des débordements et des façons de se comporter qui n'étaient pas normales, mais c'était peut-être ça aussi, une forme de gaullisme de gauche. En tout cas, il n'y avait pas un désintérêt pour les habitants d'en bas, entre guillemets. Oui, et puis quand on voit ce qui s'est passé ensuite quand la mairie est passée à gauche, ça permet parfois un petit peu de mettre les choses en perspective. Est-ce que la droite française aujourd'hui se réclame encore de l'héritage de Jean Tibéri, Guillaume Roquette ? Je ne pense pas, parce que malheureusement, comme les deux maires d'arrondissement ici présents viennent de le rappeler, le tibérisme, entre guillemets, c'est un exemple chimiquement pur de la malédiction de la droite, qui est la division. Je ne sais plus qui avait écrit un livre qui s'appelait « La droite la plus bête du monde ». Et peut-être même peut-on dire qu'aujourd'hui, la France n'a jamais été aussi à droite, et pourtant, on va voir ce qui va se passer avec Bruno Retailleau, mais le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est pas très en forme, cette droite. Alors, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas trouvé les moyens d'être en adéquation avec les Français. C'est aussi parce qu'il y a ces divisions fortes, il y a une culture du chef. Alors pour le meilleur parfois, quand le chef c'est le général de Gaulle, c'est une providence, c'est la providence pour le pays. Quand c'est Jacques Chirac aussi, mais un peu moins. Quand c'est Jean Tibéri et Philippe Séguin qui se battent dans une espèce de combat de coq, là c'est une catastrophe. Et il y a à gauche une sorte de pragmatisme qu'on voit à chaque élection. Moi, je vous fiche mon billet, pardon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais qu'aux prochaines présidentielles, tous ces gens de gauche qui disent jamais avec Mélenchon, jamais avec les socialistes, vous verrez qu'ils se réconcilieront. La droite ne sait pas faire ça. Et alors, en plus, comme aujourd'hui, une partie des électeurs sont partis au Rassemblement national, c'est encore plus compliqué. Donc, en cela, malheureusement, Jean Tibéri reste comme étant une des incarnations de cette droite divisée, et on voit où ça l'a mené. Jean-Pierre Lecoq, pardon, je reviens dans un instant à vous, Philippe Goujon, mais vous avez bien connu Jean Tibéri, tous les deux d'ailleurs. Est-ce qu'il est possible de se revendiquer de son héritage aujourd'hui, en tant qu'homme politique ? Écoutez, moi je pense en tant qu'homme politique et surtout en tant qu'élu parisien, puisque c'est justement cette proximité, en dépit de ce qu'on peut effectivement critiquer sur les aspects logement, mais c'était la volonté de rendre service, comme vous l'avez très bien dit, à tout un chacun. Mais c'était quelqu'un qui était passionné par le terrain et qui faisait de la proximité. C'est le propre d'un maire. Donc c'était un maire qui aurait pu être maire d'une autre commune, mais qui était maire d'un arrondissement de Paris, puis maire de tout Paris, et qui attachait une très grande importance à l'efficacité de l'action municipale. Chirac le faisait. Le matin, il consacrait son après-midi au rassemblement, et il était en campagne le soir. Il avait une capacité, effectivement, à avoir 3 journées en une, mais Tibéri était toujours sur le terrain. Et là, si vous voulez, actuellement, on a justement, pardonnez-moi de le dire, une maire qui n'est jamais sur le terrain. J'ai jamais vu faire une visite d'arrondissement.
C'est tout le contraire qu'il faut faire, car une administration de 55 000 agents, ça doit s'impulser, ça doit être coordonné, ça doit être dans l'action. Ce que disaient les Parisiens à l'époque, c'est que Paris était beau, Paris était la ville lumière, la plus belle ville du monde, etc. Paris était propre, Paris était sécurisé. On commençait vraiment à bien vivre à Paris. La qualité de vie était bien meilleure que celle d'aujourd'hui. Et le problème de Jean Tibéri, c'est que sa personnalité, son action était occultée par le fait qu'il succédait à Jacques Chirac. Donc ça a quand même été le facteur principal du fait qu'il n'y a pas de tibérisme peut-être aujourd'hui. Un biographe qui écrit un livre sur lui a dit « Une aventure extraordinaire pour un homme ordinaire ». Ordinaire au sens normal, si je peux dire, comme on dirait aujourd'hui. Mais c'est un peu ça. Et donc c'était, je pense, une transition très difficile de passer d'un maire de réputation nationale et d'un homme d'État national à un maire de proximité. C'est ça la difficulté de l'exercice, qui n'a peut-être pas été réussi, mais elle a été réussie en tout cas pour les Parisiens, qui à l'époque, je pense, ont bien trouvé le mandat de Jean Tibéri. Il faut rappeler, même si nos téléspectateurs s'en souviennent évidemment, que Jacques Chirac quitte son bureau de l'Hôtel de Ville pour la présidence de la République, pour l'Élysée. Donc vous imaginez, pour celui qui se met à sa place dans son fauteuil, c'est un peu écrasant quand même. D'ailleurs, il a eu du mal à quitter. Oui, c'est vrai. Il l'a pas fait tout de suite. Peut-être un mot encore, Guillaume, parce que là on parle du mandat de Jean Tibéri à la tête de Paris, mais il a aussi été député, Jean Tibéri. Il a même été, alors reste très brièvement, quelques mois à peine, mais secrétaire d'État. Est-ce que ces mandats-là ont laissé une marque? Est-ce un héritage? Il y a des choses dont on peut se souvenir? Alors écoutez, pour être honnête, je ne suis pas certain. Je pensais même, voyez-vous, j'avais même oublié, alors j'ai essayé de travailler un peu avant l'émission, donc j'ai vu que Jean Tibéri avait été secrétaire d'État, mais ce n'est pas ce qui est le plus marquant dans son héritage. Et pour être honnête, moi je l'avais oublié alors que je m'intéressais à la politique parisienne déjà à l'époque. Je pense que c'était vraiment l'élu local avant toute chose, et c'est un peu triste qu'effectivement ce se soit mal terminé parce que on garde le souvenir d'un élu local qui, malgré tout ce qu'il a réussi, finalement ne sera pas parvenu à marquer positivement l'histoire. Alors je voudrais encore vous montrer cette photo, messieurs. Regardez, c'est Jean Tibéri et Anne Hidalgo dans la salle du Conseil de Paris en 2019. On va la voir apparaître. C'était lors d'un hommage à Jacques Chirac. Si elle n'arrive pas, vous me ferez confiance, je vous la décris. Et c'est simplement, Philippe Goujon, Jean-Pierre Lecoq, la vie politique, elle peut être, voilà, on voit cette photo, oui. La vie politique, elle peut être rude. Est-ce qu'avec les années, on réussit à faire on réussit à faire la part des choses? Est-ce que les tensions s'apaisent? Absolument. D'ailleurs, quand on résiste et quand on progresse en âge, tout en notamment en conservant ses mandats, si on souhaite poursuivre le combat politique, il arrive qu'on ait des relations paisibles avec d'anciens adversaires. Mais là, ce que je voulais dire, c'est qu'en réalité, les relations entre Delanoë et Tibéri ont toujours été très difficiles. Celle entre Anne Hidalgo et Tibéri était excellente. Peut-être d'ailleurs parce que les relations d'Hidalgo s'étaient gâtées avec Delanoë. Et donc du coup les extrêmes s'opposant. Philippe Goujon, sur l'aspect peut-être plus humain de Jean Tibéri, au-delà de la politique? Mais c'était une personne qui a une qualité relationnelle exceptionnelle. Jamais d'énervement, très tranquille, très modéré, jamais de fulgurance d'assaut contre les uns et les autres. Fallait pas l'énerver non plus, parce que c'est vrai que quand il se mettait en colère, une fois tous les 10 ans, ça chauffait. Il avait des origines corses, vous l'avez né à Paris, d'origine corse. On l'a vu d'ailleurs après le putsch, parce que là, il était sans pitié pour ceux qui avaient déclenché ce putsch. Mais c'était quelqu'un d'une très grande humanité, et je pense que c'est ce qui restera aussi dans cette histoire qui est celle du maire du 5e et du maire de Paris. Guillaume Roquette, pour vous, qu'est-ce qui restera de Jean Tibéri? Je pense qu'il restera ce que peut être un élu local quand il ne voulait pas avoir un surplomb idéologique à son action. Et peut-être que nous allons revenir à cela, c'est-à-dire que et vraiment Jean Tibéri était au service des Parisiens, ceux de son arrondissement. Il n'a jamais eu de réelle ambition nationale, c'est aussi pour ça que Jacques Chirac l'avait choisi, plutôt que d'autres grands élus parisiens, on l'a dit, comme Alain Juppé ou Édouard Balladur. Et donc cette proximité a pu être sa faiblesse, parce qu'encore une fois, il y a eu derrière lui peut-être des maires plus politiques, mais je pense qu'aujourd'hui, les Parisiens, ils ont envie qu'on s'occupe d'eux.
et ils n'ont pas forcément envie qu'on leur pourrisse la vie au nom d'objectifs idéologiques qu'on peut comprendre sur le principe. Je pense évidemment à la transition environnementale, mais qui concrètement dans leur vie de tous les jours apporte un nombre d'inconvénients terribles. Je me dis que jamais Jean Tibéri n'aurait fait des erreurs pareilles, consistant à asphyxier des quartiers entiers de la capitale sous prétexte qu'il faut faire la guerre aux voitures. Philippe Goujon, Jean-Pierre Lecoq, vous aussi, pour vous, qu'est-ce qu'on retiendra de Jean Tibéri ? Non, on retiendra de Jean Tibéri que ça a été un maire de proximité, un maire au service, comme vous le disiez, des Parisiens, et qui ne ménageait pas sa peine, et qui était, c'est vrai, dépourvu de comportement idéologique. Ce qui comptait, c'était l'amélioration de la vie quotidienne des Parisiens, sans brutalité, qui caractérise peut-être un peu le mandat actuel de la maire de Paris, et ce qui fait quand même toute la différence dans la façon dont on applique aussi les mesures tranquillement, paisiblement, mais dans le consensus, et on arrive peut-être à faire passer plus de choses de cette façon. Manière-là, le fait que Jacques Chirac, maire de Paris, soit devenu président de la République apparaîtra peut-être comme un anachronisme, effectivement. Comme vous l'avez très bien dit, on revient sans doute maintenant, y compris dans les très grandes villes, à une volonté des habitants qu'on s'occupe d'eux. Une élection municipale, c'est une élection où on s'occupe des habitants et des habitantes de la collectivité. On peut avoir des guidelines mais c'est avant tout le pragmatisme et la prise en compte des intérêts de la ville et de ses habitants qui doit nous guider. Eh bien voilà un très bon programme pour les prochaines municipales. Merci messieurs, merci à tous les trois, Guillaume Roquette, Jean-Pierre Lecoq et Philippe Goujon. Merci d'être venus partager vos souvenirs ce soir. Et si vous êtes passionné par l'art asiatique, eh bien restez bien avec nous à présent puisque vous risquez de faire de jolies découvertes. Et nous embarquons pour le 19e siècle. Bonjour Jean-Baptiste Claes. Bonjour Albin. Vous êtes conservateur en chef au musée du Louvre et commissaire de cette exposition. Elle s'appelle Une passion chinoise, la collection de Monsieur Thiers. C'est à voir jusqu'au 25 août au musée du Louvre. Alors d'abord un mot sur ce collectionneur, sur Adolphe Thiers. C'était un personnage, je pense qu'on peut le dire, de la vie publique française du 19e siècle, donc un homme politique à la fois, journaliste, historien aussi, un personnage à la fois incontournable, mais qui n'avait pas que des amis. Non, Thiers est un personnage très clivant. Il est resté dans la mémoire nationale pour la répression de la Commune. Il a été d'ailleurs actif dans d'autres formes de répression, de révolte sociale, notamment dans les années 30, et c'est pour ça qu'on s'en souvient aujourd'hui. Alors sa mémoire, en fait, n'a pas toujours été celle-là, et c'est pour ça que cette expo même existe, tout simplement parce que la collection d'Adolphe Thiers rentre au musée du Louvre parce que, à sa mort, il était le héros qui avait sauvé la France. Donc cette inversion de la perception de Thiers au cours de l'histoire fait qu'on a oublié ce qu'il était, mais il a négocié la paix avec l'Allemagne après la guerre de 70, obtenu le départ des troupes allemandes par le versement de l'indemnité de guerre. Oui, c'est l'épisode de la Commune qui encore aujourd'hui fait débat, en tout cas politiquement parlant. Sa mémoire aujourd'hui, convoquer sa mémoire, ça reste difficile en tant qu'historien, conservateur. Quel est votre regard là-dessus ? C'est pas difficile parce que nous, on ne fait pas de politique. Donc en fait, si nous étions dans un débat politique, ça serait évidemment contentieux. Nous regardons nos collections. Notre mission, c'est de mettre en valeur nos collections. Donc nous avons cette collection chinoise étonnante de qualité et aussi étonnante dans sa structure. Elle est inégale si on la regarde d'un point de vue d'histoire de l'art. Elle compte des chefs-d'œuvre absolus, des choses qui raviront les yeux, et des objets dont on a compris à quoi ils servaient pour Thiers, et qui étaient des objets servant à comprendre la Chine sans nécessairement servir à se délecter visuellement. Alors venons-en justement à cette collection, parce qu'en réalité Adolphe Thiers était, on l'a dit, un homme public, un homme politique, mais il avait surtout une véritable passion pour la Chine, c'était un collectionneur. Pour autant, il ne s'est jamais rendu lui-même en Chine. Non, il voulait. Il a failli en 1829 à un tour du monde dans lequel il devait prendre part et il y a renoncé à la dernière minute parce qu'il voyait arriver les événements qui allaient amener à la chute de Charles X et il ne pouvait pas, étant passionné de politique, renoncer à prendre part à ces événements. Mais sinon, il aurait pu aller en Chine. Et c'est une passion qu'il a pris très tôt, bien avant d'entrer en politique. Alors tout à fait, et ça c'est la grande découverte de l'exposition. On a trouvé une lettre de Thiers envoyée au sinologue Abel Rémusat en 1931,
où il lui dit « J'ai depuis plus de 20 ans une passion pour les arts de la Chine ». Alors si on fait le compte, ça veut dire qu'à 14 ans, en pleine période napoléonienne, au moment où la France est coupée de la Chine, il n'y a pas un bateau qui passe, hein. Les escadres anglaises bloquent nos ports, donc nous sommes coupés de la Chine. Et à ce moment-là, à contretemps de tout le monde, pratiquement 50 ans avant tout le monde, Thiers se prend de passion pour la Chine. Comment est-ce qu'il a constitué sa collection, Adolphe Thiers? Alors Thiers, il collectionne par des biais extraordinairement divers. Il achète auprès des antiquaires, il collecte auprès des voyageurs, missionnaires, diplomates, militaires. En gros, toute personne qui met les pieds en Chine a de grandes chances d'être contacté par Thiers, ou aussi de contacter Thiers, vu qu'il est connu pour être le grand sinophile de son temps. Donc c'est un système qui va dans les deux sens. Il sollicite des gens le sollicitent, et des gens lui donnent ou lui vendent des objets. L'échange de bons procédés en quelque sorte. Alors parmi les objets que vous exposez au Louvre ces jours-ci, il y a des porcelaines, dont certaines qui sont exceptionnelles. C'était vraiment la spécialité, ou en tout cas ce qui le passionnait le plus, Adolphe Thiers, la porcelaine. Alors totalement. Il avait prévu dès les années 30 d'écrire une histoire de la porcelaine de Chine. Il prenait des notes, voyageait dans tous les pays d'Europe, il est allé voir les grandes collections de porcelaine chinoise des différents grands palais européens, et on a des traces multiples dans sa correspondance de ce projet, auquel il semble renoncer à la fois par manque de temps. Il va quand même écrire l'histoire de la Révolution, l'histoire du Consulat et de l'Empire, avoir une activité politique foisonnante. Donc c'est... Les politiques qui écrivent des livres, ça ne date pas d'hier. Mais sur un sujet qui le passionnait. Alors, du coup, la porcelaine, qui était une de ses passions, pardon, je vous ai coupé, mais je voudrais aussi parler des nombreux dessins qu'on retrouve dans votre exposition sous forme de rouleaux. Ils sont particulièrement beaux, on voit différentes figures de la Chine de cette période. Pour autant, est-ce qu'Adolphe Thiers connaissait leur signification? Alors, plus on progresse dans la compréhension de sa collection, plus on pense que oui. En fait, un catalogue de la collection est écrit 3 ans après le legs au Louvre en 1884, qui contient des textes plutôt médiocres. Donc on était parti de là pour penser que cela reflétait la connaissance de Thiers, et en fait, on se rend compte que ça reflète la médiocrité de la connaissance de Charles Blanc, qui est le rédacteur du catalogue, et il semble vraiment que Thiers s'était fait expliquer ses rouleaux, ses œuvres par les sinologues. On a trouvé des lettres qui le démontrent, et plus je progresse dans l'étude de ces pratiques de collection, plus je pense qu'il avait une vraie connaissance. Alors cette collection, ces objets que vous exposez au Louvre, ils ont eu quand même une vie tourmentée, parce que la collection d'Adolphe Thiers n'est pas arrivée intacte jusqu'à nous. Oui, alors la collection de Thiers, donc, il la constitue donc, dès les années 20, et il l'accroît, mais essentiellement entre 1830 et 1860. 1830, il commence à avoir de l'argent, et 60, il est trop fatigué pour poursuivre, et il est occupé à d'autres problèmes. En 70 et en 71, du fait des événements de la guerre franco-prussienne puis de la Commune, en fait, sa collection est en partie mise à l'abri, et celle qui reste dans son hôtel particulier est saisie par les communards, envoyée aux Tuileries et détruite lors de l'incendie des Tuileries, déclenché par les communards qui essayaient d'incendier le Louvre dans son intégralité. Et de ce fait, on a perdu à peu près 70 grands vases de Chine, qui étaient le cœur de la collection chinoise, un nombre indéterminé de lacs rouges de Pékin, et d'autres objets dont on n'aura probablement jamais la trace. Alors le reste de cette collection, et c'est assez étonnant, il est conservé, ces pièces, elles sont conservées au Louvre depuis un certain temps, elles n'avaient jamais été exposées. Alors en fait, elles sont envoyées au Louvre pour créer un musée Thiers, qui était vraiment un mausolée à sa gloire. À l'époque donc. À l'époque, en 1881, le legs fait au Louvre comprend 2 salles, une salle présentant la collection de Monsieur Thiers et une salle présentant la collection de porcelaine de sa femme et la collection de boîtes à tabac de sa belle-sœur, qui est l'exécutrice du legs. Et c'est vraiment un mausolée à sa gloire. Mais encore une fois, il faut revenir à l'idée que Thiers avait été proclamé, par acclamation unanime de l'Assemblée nationale, libérateur du territoire. Donc aujourd'hui... Et à sa mort, il y avait plusieurs millions de personnes dans la rue. Enfin, il y a eu l'épisode de la Commune, mais pour autant, c'était quelqu'un de très populaire à sa mort. Oui, exactement. Les communards, même si nous avons aujourd'hui beaucoup plus de sympathie pour leurs idées qu'on ne pourrait en avoir pour celles de Thiers aujourd'hui, les communards étaient minoritaires. Donc Thiers était le héros. C'est étrange avec le regard de maintenant, mais c'était le héros, le sauveur de la France. Donc on construit ce mausolée, entre guillemets, enfin on a le projet de construire ce mausolée avec sa collection, mais ça ne se fera pas ou pas de cette façon-là. Alors ça va se faire de cette manière-là, mais très rapidement, il va être démantelé, parce que la collection Thiers, la partie européenne de la collection, contient des copies à l'aquarelle. Thiers avait un projet d'écrire une histoire de l'art du monde,
dans laquelle il voulait mettre sur le même pied les Chinois et les Européens. Et pour la partie européenne, il s'était entouré de copies de tous les plus grands chefs-d'œuvre. Il avait le plafond de la chapelle Sixtine chez lui, peint à l'aquarelle, de manière à avoir une version couleur de tous les chefs-d'œuvre. Et cet ensemble-là est évidemment inacceptable pour un musée comme le Louvre, où nous n'exposons pas de copies. Et donc rapidement, les salles tiers vont être démantelées, seules les œuvres authentiques pour l'Europe vont rester. Les œuvres chinoises n'étant pas comprises à l'époque, l'histoire de l'art chinois est en train de se construire, et on se passionne pour l'antiquité chinoise qui commence à arriver. Hein. La collection arrive en 81, c'est à peu près le moment où vont ouvrir les musées Cernuschi, Guimet, dans les années qui suivent, et où on découvre la grande antiquité chinoise, les grands bronzes, des choses qui sont plus spectaculaires que l'art du XVIIIe, que l'on trouve dans la collection tiers. Par ailleurs, dans cette exposition, vous rappelez aussi les grands piliers, les grandes croyances qui structuraient la société chinoise de l'époque. Jean-Baptiste Claes, vous êtes, je l'ai dit, conservateur au Louvre, en charge des collections asiatiques, mais vous êtes aussi anthropologue, spécialiste de pop culture. On parle beaucoup, très souvent, de l'influence du Japon sur la France, de l'influence culturelle en tout cas du Japon sur la France. Est-ce qu'on peut dire que l'art chinois, lui aussi, a eu une influence décisive sur notre pays ? Alors, l'art chinois, si on prend des choses simples comme la porcelaine, bah c'est simple. Vous allez dans un château français ou une demeure aristocratique française au XVIIIe siècle, vous avez des porcelaines chinoises ou parfois japonaises partout. Donc l'influence matérielle de la Chine de ce point de vue-là est évidente. Parallèlement, au même moment, nos philosophes qui réfléchissent, c'est le mouvement des Lumières, réfléchissent à la société, au bon gouvernement, se nourrissent des textes que nous recevons de Chine sur le gouvernement chinois, des textes rédigés par les jésuites qui sont à la cour, eh bien, nos philosophes s'en nourrissent pour imaginer le bon gouvernement. Donc, par exemple, le système des concours que nous connaissons en France est un enfant, un dérivé du système des concours mandarino-chinois. Jean-Baptiste Claes, vous êtes spécialiste des arts, des collections asiatiques au Louvre. Beaucoup de gens ne savent pas forcément qu'il y a des collections asiatiques importantes au Louvre. On pense souvent au musée Guimet quand on pense à ce genre d'art. Est-ce que vous avez encore beaucoup de stocks, beaucoup de potentielles futures expositions à ce sujet que vous pourrez nous proposer dans les prochaines années ? Alors, parler de stock pour les musées est inhabituel. Disons que nous avons en réserve une très belle collection de jade sur laquelle nous travaillons, que nous allons exposer prochainement. En matière d'exposition, le nombre de sujets est infini parce que la politique est aujourd'hui celle du Louvre et de mettre en avant les relations entre les différents pays du monde, les différentes cultures. Donc la mise en avant de nos collections nous permet de parler de ça. On peut parler des liens entre le monde islamique et le monde occidental. C'est un sujet qui a été traité. Nous travaillons donc avec cette exposition sur le lien entre la France et la Chine. Nous avons par ailleurs aussi des collections japonaises. Il reste au département des arts de l'islam une belle collection indienne. L'Inde est un territoire qui comporte des dynasties islamiques absolument majeures. Je pense aux Moghols, dont je suis aussi spécialiste. Et donc la distinction avec le musée Guimet, c'est vous vous coordonnez, mais vous avez aussi des collections que vous pouvez proposer au Louvre, c'est ça ? Le musée Guimet est le musée de référence. C'est le pôle de référence pour l'Asie en France. Nous, du point de vue du Louvre, nous sommes dans une position de passerelle. C'est-à-dire que nous pouvons raconter la première mondialisation, c'est-à-dire ces bateaux qui vont faire le tour du monde pour aller acheter de la porcelaine chinoise, de la porcelaine japonaise, du lac japonais, des soieries chinoises, des textiles indiens. C'est aussi le travail que font nos collègues dans de nombreux musées. Je pense au très beau travail qui est mené au musée de la Compagnie des Indes à Lorient. Donc nous avons une place dans l'écosystème des musées qui est un complément du musée Guimet. Le musée Guimet parle très bien et brillamment, encore allez voir leurs dernières expositions, parle très bien de l'Asie en Asie, et nous parlons du rapport du monde avec le musée du Louvre. Et vous essayez de faire des ponts. Merci beaucoup Jean-Baptiste Claes. Votre exposition est passionnante. Elle s'appelle Une passion chinoise, la collection de Monsieur Thiers, et c'est à voir donc au musée du Louvre et jusqu'au 25 août prochain. Merci d'être venu nous en parler. On a déjà donc bien commencé, mais c'est vendredi, alors par ici les sorties. Et par ici, il est sorti avec Françoise Dargent, bonjour, rédactrice en chef aux pages culture du Figaro. Alors on parlait d'art chinois il y a un instant. Cette semaine, vous nous emmenez, et on le mentionnait aussi, pas loin de là, au musée Guimet, le musée national donc des arts asiatiques, à l'occasion d'une exposition autour des bronzes royaux d'Angkor. Alors pourquoi cette exposition mérite-t-elle le détour d'après vous ?
Alors, bonjour Alban. Et en fait, cette exposition mérite le détour parce que c'est un peu comme si Angkor venait à Paris. Donc c'est une occasion de voyager à peu de frais finalement dans cette magnifique ancienne capitale des rois khmers du Cambodge, qui est un endroit extraordinaire. Parce que pour l'avoir visité, je peux vous dire que c'est quand même une des plus belles choses que j'ai pu voir et visiter. Vous y êtes rendu déjà. Oui, sur voilà, place, tout à fait. Il y a quelques années, mais c'est vrai c'est assez fascinant parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de temples qui étaient à l'époque qui ont été redécouverts, noyés dans la végétation, qui maintenant sont tout à fait visitables, mais ce sont des ruines merveilleuses de temples, de constructions qui montraient toute la magnificence des royaumes khmers entre les 9e et 15e siècles de notre ère. Et donc, à Angkor, on peut voir, bien sûr, on ne peut pas transporter les palais, mais on peut voir les bronzes qui sont envoyés par le Cambodge, notamment le grand Vishnu, qui est la Mona Lisa du Cambodge, qui a été prêté par le pays, parce que c'est une exposition qui est le fruit d'une collaboration entre l'État cambodgien et le ministère de la Culture, et donc ça nous permet d'avoir des objets rares, extraordinaires et très précieux. Alors cette exposition, d'après vous, Françoise, elle permet de considérer ces statues de Bouddha, de dieux indiens, ces temples de pierre aussi d'un autre œil, avec un autre regard. Pour quelle raison ? Alors justement, c'est un peu, moi je fais un peu le parallèle avec dans les années 1980, le grand public a découvert que les temples grecs n'étaient finalement pas blancs, d'une blancheur marmoréenne, et qu'à l'origine ils étaient recouverts de couleurs polychromes, oui. Ce qui change complètement l'image qu'on peut avoir d'une civilisation, de l'histoire. Et là, c'est un peu la même chose. On découvre que on a l'image d'Angkor comme effectivement une image très très romantique en fait, de ruines avec ces immenses arbres qui sont au milieu des ruines, qui ont à moitié démoli aussi, qui ont poussé, donc quelque chose de très romantique. Et on découvre qu'en fait, le royaume d'Angkor étincelait. Il y avait les découvertes récentes archéologiques ont mis au jour une fonderie de bronze à l'intérieur même, qui était la fonderie royale d'Angkor. Et donc, les artisans, les architectes utilisaient du bronze doré, de l'argent, des incrustations pour recouvrir les pierres des temples et pour la statuaire aussi. Donc cette statuaire qu'on voit un peu en bronze vert de gris, en fait, pouvait être richement décorée. Donc c'est ce qu'on découvre. Et on découvre aussi, alors bien sûr, au fil des années et avec les pillages successifs. Ça s'est dégradé. Voilà, ça s'est dégradé. Ça a été quelquefois un petit peu, ils ont enlevé les parements. Et donc on voit le grand Vishnu, il n'en reste plus énormément c'est lacunaire. Mais on les découvre comme ça aujourd'hui. Donc cette exposition nous permet de voir ce que ça pouvait être, ça avait pu être à l'époque. Mais en même temps, Françoise, si ces sites ont été dégradés, et vous l'avez dit, on ne peut pas les amener pièce par pièce jusqu'à Paris, comment est-ce qu'on peut rendre compte de la magnificence de ces lieux un peu perdus ? Alors moi, ce que j'ai aimé dans l'exposition, c'est qu'il y a un recours à la 3D. On voit des films qui reconstituent les objets tels qu'ils pouvaient être, ou les œuvres. Et donc, par exemple, on voit dans une salle, il y a deux énormes pieds en bronze et 2 doigts. Donc on se dit, mais qu'est-ce que... A priori, on peut pas. Il faut avoir beaucoup d'imagination. Enfin, déjà, on se dit que c'était quand même une très très grosse sculpture. Et en fait, on nous emmène dans un endroit qui s'appelait Phnom Bayang, qui est une montagne au sud du Cambodge. Et les Khmers les montagnes étaient sacrées pour les Khmers, donc ils érigeaient des temples dessus. Donc il y a un temple qui a été découvert là aussi dans la végétation à l'époque, qui aujourd'hui est à moitié en ruine, son décor n'existe plus, mais les archéologues, toutes les études qui ont été menées ces derniers temps ont montré que c'était un temple qui était dédié à Shiva. Donc les archéologues pensent que c'est une statue de Shiva, et là, on la voit se reconstituer à travers un film sous nos yeux, et c'est une statue étincelante, énorme, très grandiose, qui ressemble pas... Enfin voilà, aujourd'hui, donc c'est une exposition assez magique. On a l'impression d'être un peu à la fois des archéologues, et puis voilà, on suit, c'est comme la statue, la fameuse sculpture, la fameuse Joconde du Cambodge. En fait, on voit... Le grand Vishnu, c'est ça ? Voilà, le grand Vishnu, c'est assez émouvant parce qu'on voit les carnets des archéologues qui écrivent à l'encre violette. En 1936, ils découvrent cette sculpture qu'on peut voir à l'écran, au fond d'un puits. Et on voit tout leur tâtonnement au jour le jour. Ils écrivent, mais qu'est-ce que ça peut être ? Donc il y a une espèce d'excitation, on suit. Et donc cette sculpture a été amenée à Nantes pour être, on va dire, autopsiée, étudiée, rénovée. Et donc elle a aujourd'hui livré un peu tous ses secrets. Et on peut voir dans un film aussi tel qu'elle a pu être à l'époque, mais c'était vraiment
on peut dire, voilà, c'est comme un David de Michel-Ange pour le Cambodge. Donc c'est très très beau. Hein. Et c'est très très beau, c'est à découvrir jusqu'au 8 septembre donc au musée Guimet à Paris. Alors un autre trésor, littéraire cette fois, vous nous parlez cette semaine de Pinocchio, le célèbre pantin qui revient au théâtre grâce à la Comédie Française. Alors l'histoire de Carlo Collodi est ici revisitée au Studio Théâtre. Je vous propose d'en voir quelques images et on revient juste après pour savoir ce que vous en avez pensé. Voilà, tiens, je les ai percés. Oh, mais ça alors. Et comment vais-je t'appeler? Bah, par mon prénom, Pinocchio. Ah, tu as déjà un prénom, c'est dommage. Quoi, dommage? Est-ce que je te demande si tu as un prénom? Non, tu t'appelles Geppetto, c'est comme ça, un point, c'est tout. Ah, tu as raison, Pinocchio. Oh, as-tu vu les magnifiques articulations que je t'ai faites pour que tu puisses bouger sans te faire mal? Et tu auras tout l'air d'un pantin vivant. Je n'ai pas l'air, je suis vivante. Est-ce que je peux quand même te donner un petit nom? Petit Pain, par exemple. Ah, je vais aussi actionner cette clé mécanique dans le dos qui te protégera de tout danger. Il me suffira de la tourner pour te désactiver et te mettre en sécurité. Me désactiver? Oui, comme si tu faisais dodo. Et voilà, nous venons d'assister à la naissance de Pinocchio dans l'atelier de son père, le menuisier Geppetto. C'est assez émouvant. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de cette pièce, Françoise? Alors déjà, vous constatez que Pinocchio est interprété par une comédienne. C'est une fille. Ce qui importe assez peu finalement, parce que Pinocchio c'est l'enfant, hein, que ce soit fille ou garçon. Geppetto et son père. Donc l'enfant qui veut vivre sa vie, qui désobéit, qui est puni pour ses mauvaises actions, et qui après se rachète. Et c'est la pétillante Kleina Clavaron qui interprète ce Pinocchio. Elle le fait avec espièglerie, avec candeur. C'est très frais. Moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très, très bien interprété. Et surtout, c'est une version un peu. Alors, tout le monde connaît Pinocchio. Hein, on connaît la version. Je ne suis pas sûr de me souvenir de toute l'histoire. Oui, mais vous avez vu le classique de Walt Disney. J'ai vu le classique de Walt Disney. De 1940, hein, qui a un petit peu. Il a édulcoré le conte de Collodi, parce qu'à l'époque, Collodi a écrit cette histoire dans une revue pour enfants en Italie. Et il faut savoir qu'il a fait mourir son personnage. Pinocchio meurt pendu à la fin. Et donc, il paraît que les jeunes lecteurs étaient tellement horrifiés par cette fin qu'ils ont écrit à Collodi pour lui demander de changer la fin. Et il a écrit l'histoire que l'on connaît, qui a été publiée et qui est devenue un classique de la littérature italienne. Donc, là, on a une version aussi qui est un peu différente. Oui, une fin plus heureuse. Et puis alors aussi une mise en scène qui vous a agréablement surprise, Françoise. C'est Sophie Bricard, la Comédie Française, qui est à la manœuvre. Oui, alors elle reprend... c'est au Studio Théâtre de la Comédie Française, c'est pas la salle Richelieu, la grande salle qu'on connaît. Mais c'est pas le plus grand. Voilà, donc c'est une petite salle. Le décor est vraiment assez modeste, mais avec des poulies, avec quelques masques. Et on va dire presque avec 3 fois rien, ils arrivent à reconstituer l'atelier de Geppetto qui lance de la scie en l'air, et donc c'est très très joli, il y a des moments très jolis. Les comédiens sont à l'unisson, et là on voit Thierry Godard qui interprète plusieurs personnages, il y a Alain Langlais qui est vraiment un Geppetto formidable, ils sont tous à l'unisson, très joyeux, et c'est vrai qu'encore une fois Sophie Bricard n'a pas cherché à rendre toute la cruauté du conte, parce que la version de Collodi est très cruelle, hein. Geppetto meurt, enfin pendu, il est brûlé, enfin bon bref, il se passe plein de choses. Voilà, donc là c'est beaucoup plus, elle en fait, les personnages qu'il croise ont plus de mensuétude pour lui, et puis il apprend à... Voilà, il découvre l'amour de son père, Geppetto apprend aussi à devenir père, donc c'est assez beau. Alors il se trouve que dans la salle, il y avait plus d'adultes que d'enfants. Alors justement, Françoise, est-ce que ce spectacle, il est accessible aux enfants ? Il est tout à fait accessible aux enfants. Il est conseillé, alors la Comédie Française le conseille à partir de 8 ans, moi je dirais que oui, à partir de 8-9 ans, c'est très bien, et même après, mais il se trouve que les adultes, ils trouvent quelque chose aussi, hein, à une leçon, un peu, c'est toujours une leçon de vie, hein, comme tous les contes, et donc ils ont applaudi. Moi le soir où j'y étais, il y avait encore une fois plus d'adultes que d'enfants, mais les adultes étaient debout pour applaudir et pour savoir qu'effectivement, au bout d'une impasse, il y a toujours un chemin, un effort, ça paye toujours, et qu'il y a toujours de la tendresse finalement dans le monde, pour peu qu'on puisse aller la chercher. Hein. Tout le monde peut s'y retrouver, même si l'histoire n'est pas forcément facile. Et en tout cas, bon,
Ça finit bien dans nos dites rien. C'est pour les enfants et c'est jusqu'au 29 juin au Studio Théâtre de la Comédie Française. Eh bien, merci beaucoup Françoise Dargent, rédactrice en chef donc, aux pages culture du Figaro. On vous retrouve bien entendu la semaine prochaine. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en charge de la préparation de l'émission. Vous pourrez la retrouver en replay d'ici quelques minutes sur le site du Figaro. Lundi, vous retrouverez le talentueux Thibaut Gauthier à la présentation. Même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT et sur Toutes vos box. À bientôt, très bon week-end.